Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. 14 février, date de célébration de l'amour. Valentine et Valentin se rendent dans les centres commerciaux pour le choix du cadeau. L'affluence est au rendez-vous à Cotonou. Akpapa privé d'eau en raison d'une fuite sur le réseau de la SONEB. La réparation est en cours. Le ministre de l'eau est allé constater. Les membres de l'instance africaine de régulation des médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, au centre des échanges, la 8e conférence du CIRCAF. Un invité dans cette édition, Didito Kenom, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes médecin certifié en sexologie et certifié de couple. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la Saint-Valentin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, à vous aussi. À tout à l'heure. On parle Saint-Valentin pour démarrer cette édition. La célébration de la Saint-Valentin est devenue une opportunité non seulement pour les entreprises, mais également pour les vendeurs d'articles amoureux de faire de bonnes affaires. Mais quelle est l'affluence au centre de promotion artisanale, lieu de vente de ces articles? Brice Cotonou a fait le constat. Suivez ce commentaire lu par Jérôme Mongo. C'est désormais une tradition au Bénin. La fête des amoureux, la Saint-Valentin, ne passe plus inaperçue. Des vêtements les plus intimes en passant par les articles romantiques ou sensationnels, rien n'est épargné aux amoureux modernes. Au centre de promotion de l'artisanat, les avis des vendeurs sont mitigés. Comparativement à l'année passée, il n'y a pas du tout d'affluence. Les gens ne sont pas sortis comme cela se doit. Et les quelques peu de personnes qui sont sorties aussi, il y en a qui viennent regarder seulement, ils ne sont pas venus pour acheter en tant que tel. Moi je pense que c'est la situation financière précaire du pays qui cause tout cela. Par rapport à l'année passée, c'est un peu différent. Un peu différent. Ce que moi j'ai à dire, si cette année, le Valentin n'a pas fait de cadeau à Valentine, il faut que Valentine ne fasse pas la bagarre. Parce que c'est le temps qui a fait que son Valentin ne lui a pas fait de cadeau. Nous n'avons pas du tout vendu, regardez. Tous nos produits sont encore là, attendent les clients qui passent, n'achètent même pas, disent qu'ils vont revenir. On a réduit les prix. La preuve, ce produit c'était à 20 000. On a mis ça réduit à 15 000 jusqu'à la fin. Les portables, les moulinesses à 15 000. Les gens ne viennent pas. Les amoureux ont de la prédilection pour les parures. Ils affluent vers les bijoux pas trop chers, bon, les nounous, des trucs de moins de coût quand même, quoi. Les clients, hommes qui viennent, leur préférence surtout c'est les bagues chez moi, les alliances. Ils viennent acheter souvent des cadeaux symboliques, des cadeaux pour faire plaisir à leur madame. Très souvent, ils choisissent les moulinesses parce que c'est pratique. Au-delà de la faible affluence, les vendeurs lancent un appel aux célébrants de la flamme d'amour. Moi, j'appelle toute la population béninoise à sortir massivement, faire un tour. Venez voir, il y a des articles moins chers, des trucs qui peuvent vraiment participer à l'épanouissement du couple. Nous allons souhaiter qu'ils viennent, on est encore là. Et on a prolongé la foire jusqu'au 30. Espérons qu'ils vont enfin sortir parce qu'on est désespérés. Un moment et des objets glamour que les Valentines et Valentins sont appelés à immortaliser. Eh bien, la Saint-Valentin, c'est le meilleur moment pour les amoureux d'offrir un cadeau. Difficile pour eux de faire un choix. C'est ce que nous disent Patrick Diossou et Petroni Lokoso qui sont allés sur le terrain. Regardez. Embarras de choix pour ces Valentines et Valentins. En ce 14 février, ces amoureux font le dernier tour au marché pour accrocher le cœur de leur Valentin. C'est vrai que la fête se fera peut-être le week-end, mais au moins le jour, il faut offrir juste quelque chose. Le week-end, on peut sortir, mais ce soir, juste un présent pour lui faire plaisir, pour dire, je n'ai pas oublié. J'ai pas oublié nos moments passés de fiançailles, j'ai pas oublié. Un cadeau juste pour symboliser, c'est-à-dire pour immortaliser le jour. Pour immortaliser le jour tout simplement. Tatiana est indifférente au 14 février. Néanmoins, elle décide de réchauffer le cœur de sa génitrice
avec ce parfum. Parce que c'est ma préférence. Honnêtement, c'est pour ma maman. Je l'ai prise. Ce 14 février n'a échappé à personne, pas même aux élèves. Eh bien, le 14 février, fête des amoureux, les Béninois ont prévu célébrer l'événement diversement. Des soirées en couple, des surprises pour le dulciné. En tout cas, on ne fait pas de cette initiative, on fait de cette initiative, bien sûr, pour immortaliser le moment. Écoutez quelques-uns rencontrés dans la ville de Cotonou. Je pense que le 14 février est une fête pour les couples, c'est pas pour nous les jeunes. Parce que nous ne sommes pas encore bien âgés, matures pour pouvoir fêter cette fête-là. Il faut attendre un temps donné avant d'aller au sexe. Je suis avec quelqu'un, ça se passe bien, donc voilà, il m'a invité quelque part. Donc voilà, c'est comme ça que je la fête avec on va aller manger au restaurant et puis on va se promener. La courtiser de nouveau, si vous voulez, et lui témoigner tout mon amour, tout mon attachement, et puis prendre de nouveaux engagements. En somme, un nouveau départ dans la vie sentimentale. C'est pour moi la période, un moment de lui prouver encore une fois combien de fois je l'aime. Donc je suis venu justement faire un choix, donc lui choisir un cadeau pour lui témoigner combien de fois je l'aime. Sorti cette nuit, on ne va pas dormir à la maison quand même. Depuis, je n'ai pas l'habitude de fêter ça. Peut-être les jours à venir, ça va venir, mais pour le moment, je ne pense pas trop à ça. Je l'ai dit de ne pas préparer à la maison. On va sortir un peu pour faire le show. C'est lui qui va décider. Eh bien, la Saint-Valentin, la fête de l'amour, est-elle synonyme de sexe? Didito Kenom, que répondez-vous? Merci monsieur. Et la Saint-Valentin, c'est effectivement la fête où on célèbre l'amour. Antiquement, c'était les Lupercales dans l'Empire romain. Secondairement, ça a été la fête en l'honneur du prêtre Valentin, qui mariait les amoureux à l'insu de leur famille quand les familles n'étaient pas d'accord. Et aujourd'hui, c'est devenu une fête qui parle de l'amour, tout simplement. Alors, qui dit amour dit sentiment, mais amour au sens adulte du terme dit aussi sexe. Mais est-ce que la Saint-Valentin étant la fête de l'amour est forcément une fête au cours de laquelle il faut aller au sexe? Là se trouve toute la question. Alors, dans ma position de spécialiste du domaine, je pense qu'il n'y a pas vraiment de jour spécial pour témoigner son amour. Il n'y a pas vraiment de jour spécial pour aller au sexe. Le plus important, c'est d'être prêt à avoir de la sexualité. Et là, je fais référence à l'âge, au niveau de maturité, au niveau socio-éducationnel, à tous ces éléments qui montrent qu'un individu de sexe masculin ou de sexe féminin est prêt à avoir une sexualité mature et à en assumer les conséquences éventuelles ou les responsabilités qui vont avec. Alors, pour dire Saint-Valentin égale partage de sentiments, partage d'émotions, partage de sexe seulement pour ceux qui, je dirais, sont prêts à aller au sexe. C'est un peu difficile à définir quand on dit sont prêts à aller au sexe, mais je pense que par exemple les adolescents qui sont au collège, qui ne se nourrissent pas eux-mêmes, qui ont encore leurs études, qui ont beaucoup de choses à accomplir dans leur vie, ne devraient pas prendre le risque d'aller au sexe avec toutes les conséquences que cela amène, aussi bien grossesse non désirée, maladies sexuellement transmissibles. Donc pour ceux-là, Saint-Valentin ne va pas vraiment rimer avec sexe. Saint-Valentin, on parle également de cadeaux. Est-ce une obligation? Alors, je dirais non, je dirais simplement non, plutôt que de tergiverser, parce que en termes de relations amoureuses, tout est relatif et dépend des uns et des autres. Donc, quand on dit c'est une obligation, c'est qu'on se met dans la peau de tout le monde à la fois. Ce n'est pas réel. C'est une obligation pour certains, ce n'est pas une obligation pour d'autres. C'est chacun de voir ce qui est important pour lui. Mais je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son ou sa partenaire, c'est de l'aimer avec sincérité, de le ou de la respecter et de lui accorder toute sa valeur. Alors, le secret de réussir une vie de couple aujourd'hui? Alors, pour réussir une vie de couple aujourd'hui, il faut déjà respecter les 3 conditions qui sont le meilleur cadeau dont nous avons parlé tout à l'heure. Aimer avec sincérité, respecter et valoriser son prochain ou du moins son ou sa partenaire. Mais cela va passer par quoi? Déjà, avoir un amour sincère. Ce n'est pas un amour intéressé
juste parce que peut-être la fille elle a de l'argent ou juste peut-être parce que l'homme il m'offre des cadeaux, non. Sa personne humaine me séduit physiquement, moralement, psychologiquement. J'aime presque tout en lui, ça commence par là. Deuxièmement, nous sommes tous différents. Même entre êtres humains de sexe masculin, nous sommes différents. À plus forte raison entre un homme et une femme. Il faut donc pouvoir dialoguer, échanger, afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui préoccupe l'autre à un moment T donné, et apprendre à ne pas tenir compte seulement de sa petite personne, mais de se mettre dans la peau de l'autre. Et troisièmement, il est important d'avoir une sexualité épanouie. Une étude réalisée en France dans les années 80, mais ça n'a pas trop changé jusqu'à aujourd'hui, montrait que 80% des divorces observés chez eux en France là-bas avaient quand même une origine au niveau de la mauvaise entente sexuelle. Merci à vous, Didito Kenom. Merci pour ce passage sur ce plateau. Vous êtes médecin certifié en sexologie et thérapie de couple. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler de Saint-Valentin. Aujourd'hui, 14 février, c'est bien l'actualité. Merci à vous. Merci à vous, merci à nos téléspectateurs. Une panne de la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, a privé les abonnés d'Apapa et environ d'eau depuis la nuit du samedi dernier. Le ministre de l'eau a constaté une fuite survenue sur le réseau de la SONEB. Alexis Sebremont et Jérôme Mongo étaient de la partie. Regardez. C'est ici, à la station Weiro, qu'il y a eu la fuite d'eau sur le système de tuyauterie de la Société nationale des eaux du Bénin. La SONEB a dû arrêter la production de l'eau pour éviter les dégâts. Conséquence, les abonnés d'Akpakpa ne sont plus alimentés. La SONEB a préparé le chantier avant la réparation. Avant ça, nous avons pris des dispositions pour soulager un peu la population d'Akpakpa en les alimentant à partir de réseaux, d'autres réseaux, mais qui prend une partie de la population d'Akpakpa. Donc l'entreprise est arrivée, il est en train de finir les travaux. Donc maintenant, ça va démarrer les travaux de préparation, remise en service de la canalisation. Ce tuyau en panne sur 3 km 200 à un diamètre de 71 cm. Une entreprise burkinabé est commise à la réparation. Il s'agit d'une expertise plus que pointue, puisque la nature de la soudure nécessite une expertise particulière qu'on ne trouve pas partout. Donc on a fait appel à cette compétence qui existe chez nos voisins frères du Burkina, donc ils se sont dépêchés de prendre la route avec les matériels nécessaires pour pouvoir être parmi nous dès cette nuit, puisqu'ils sont arrivés vers 4 heures du matin et ont commencé tout de suite les travaux qui, au moment où je vous parle, sont en train de se terminer. Une fois terminés ces travaux, derrière, il va y avoir une étape de remplissage. Donc une fois qu'on a pu remplir, on va pressuriser cette tuyauterie de manière à pouvoir être en capacité d'envoyer l'eau dans tous les foyers qui sont prévus à cet effet. Les travaux de réparation sont pratiquement terminés. Je veux dire à la population que la Société nationale des eaux du Bénin s'est mobilisée. Il y a une mobilisation totale à tous les niveaux pour faire en sorte que cette difficulté, cette souffrance rencontrée par les populations puisse être rapidement résolue et conjuguée au passé. Selon l'autorité, les abonnés auront de l'eau. Direction la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, une délégation composée du président du RIAC et du vice-président était à la HAC ce mardi. Les membres de l'instance africaine de régulation se sont penchés sur les conclusions de la 8e conférence du CIRCAF. Donatien Falola et Jean-Claude James nous en disent davantage. Cette rencontre intervient quelques mois seulement après la prise de fonction des nouveaux responsables du RIAC, réseau des instances africaines de régulation de la communication. Au cœur des échanges auxquels prennent part le président et le vice-président du réseau, la feuille de route adoptée à la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF. C'était du 6 au 8 décembre 2016 à Cotonou. Il s'agit de façon concrète de traduire en plan d'action cette feuille de route pour les 2 prochaines années. Le travail a été fait de façon pratique par le secrétariat exécutif et on va le présenter aux présidents qui sont arrivés. Si ça a été adopté, à partir de maintenant, il y aura un chronogramme d'exécution de ces programmes-là. Le contenu, c'est tout ce qui est prévu pour surtout l'avènement du numérique, puisque c'est ça qui est d'actualité aujourd'hui. Tout est, disons, fait pour que ce soit l'activité phare
Et à cet effet, nous avons une série d'activités, de concertation pour que nous puissions échanger. Vous savez, nous avons des législations différentes et il faut harmoniser pour que nous puissions nous retrouver dans une situation où on ne laisse pas certains à la traîne. C'est l'avantage d'être en association. Le RIAC compte aujourd'hui 39 États membres. Le Ghana assure la présidence, le Cameroun la vice-présidence et le secrétariat exécutif est confié au Bénin. Eh bien, l'Agence de promotion des investissements et des explorations vient de doter le Bénin d'un guide électrique, un guide électronique des investissements. Il s'agit d'une plateforme qui sert à mettre à la disposition des investisseurs des informations pouvant aider le Bénin à les attirer. Le lancement officiel de l'outil s'est déroulé ce matin à Zalaï Hotel. Aurélie Sauton pour le détail. La coupure de ce ruban symbolique consacre l'avènement d'une révolution numérique dans le monde des affaires au Bénin. Le guide de l'investissement ainsi lancé se veut un outil électronique fiable et crédible d'orientation et d'information au service de l'investisseur. C'est une initiative de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces appuyée par les Pays-Bas et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La pièce étant partie intégrante de l'écosystème des structures d'appui à l'amélioration du climat des affaires et de facilitation des conditions d'investissement dans notre pays, travaillera à l'optimisation de la plateforme e-Guide en assurant quotidiennement sa mise à jour. Ce guide fournira aux investisseurs béninois et étrangers des informations sur les coûts d'opération, les salaires, les loyers, les impôts, les lois, les procédures et les contacts utiles, ainsi que des témoignages d'investisseurs au Bénin. Bref, tout ce dont a besoin un investisseur pour son business plan. Le e-guide aidera ainsi le Bénin à attirer les investisseurs pouvant contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, d'où l'intérêt particulier qu'accorde le gouvernement à son opérationnalisation. La quasi-totalité des projets phares identifiés dans les secteurs porteurs seront financés grâce au concours du secteur privé national et étranger, avec l'ambition du gouvernement de faire passer le taux d'investissement privé de 11,6% à 34,3% en 2019. Les participants à la cérémonie de lancement ont eu droit à une présentation de l'outil à travers son ossature, son contenu et le mode de recherche. L'Association pour la promotion de l'homme et la protection de l'environnement pour le développement durable a reçu son agrément pour l'exercice légal de ses activités. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Le compte-rendu de Bénédicte Amozon présenté par Jérôme Mongo. Les activités de microfinance sont désormais subordonnées à la possession d'un agrément. S'inscrivant dans cette logique, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, ANSFD, donne feu vert à l'AFED Finance, Association pour la promotion de l'homme, la protection de l'environnement pour le développement durable. Le directeur général de cet organe de régulation estime qu'il est l'heure de rappeler les obligations. À partir de maintenant, la transmission périodique des informations à bonne date est une question capitale. La transparence dans la gestion de l'institution est une question essentielle. La collaboration avec les autorités de contrôle, que sont le ministre des Finances, à travers l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, la Banque centrale, voire la commission bancaire, doit être une collaboration franche. Cet octroi d'agrément fait suite à une kyrielle de situations non réconfortantes pour AFED Finance. À partir du moment qu'on publie déjà que voici les structures qui ont l'agrément et que déjà les clients voient qu'ils n'ont pas leur structure et par rapport à cette liste que l'on fait circuler et au travers des médias, vous savez ce que ça fait. Et nous évitons les clients pour leur dire enfin que leur structure a reçu son agrément
tous les détracteurs qui leur disaient n'allez pas payer, la fête finance sera bientôt fermée, qui n'ont qu'à être rassurés. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des structures de microfinance qui interviennent au Bénin. Et comment inverser la tendance en matière de dégradation des terres? La question est au cœur d'un atelier qui vise à définir les cibles. C'est un accompagnement de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Des précisions dans cet élément de William Choki. Une agriculture intensive sur brûlis, une utilisation abusive des engrais chimiques et autres polluants organiques, des pratiques culturelles qui ont eu raison de plus de 12 millions d'hectares de terres arables dans le monde. Au Bénin, les statistiques annoncent que 62% des terres cultivables sont détruites. À cela s'ajoute la portion tuée par le pâturage. Aujourd'hui, nous subissons le stress hydrique. Ça veut dire quoi? Des éleveurs qui s'entretuent autour des points d'eau parce qu'il y a un déplacement donc des points d'eau. Des zones qui ne sont pas asséchées hier deviennent des zones très très sèches. Des zones qui sont inondées donc subissent les mêmes. Donc c'est maîtriser ce phénomène, c'est ce qui nous amène à définir donc la neutralité et la dégradation des terres. Restaurer les terres dégradées, c'est le nouveau défi que se sont fixés plusieurs pays, dont le Bénin, à travers des cibles de neutralité dont le but est de renforcer la sécurité alimentaire et arrêter l'avancée du désert. Ce programme nous permet de profiter des opportunités diverses du financement climatique et innovant au niveau international pour assurer un développement économique et social durable. Il constitue aussi pour les pays une opportunité capable de produire des changements qualitatifs sur le bien-être des populations et la restauration des écosystèmes terrestres. La Convention des Nations Unies contre la désertification accompagne l'initiative avec des outils pratiques et des orientations claires, des actions pour accélérer la transformation positive des terres et des pratiques culturelles. Eh bien, le ministre en charge de la décentralisation a eu une séance de travail avec une délégation du programme d'appui aux filières agricoles en abrégé profit. Au cœur des échanges, la signature de 2 contrats dans le domaine de l'agriculture au profit des communes du Bénin. Suivez ici quelques déclarations au thème de la rencontre. Nous sommes ici au MDGL pour négocier une convention de subsides pour le financement d'un certain nombre d'investissements communaux dans les 2 régions de la Takora-Donga et Monokufo, et aussi un contrat avec la CONAFIL pour lui renforcer ses capacités dans le cadre de suivi, entretien et gestion des infrastructures. Donc on espère que les infrastructures seront au bénéfice des producteurs, ça c'est important pour nous, que ça soit aussi en lien avec les nouvelles réformes agricoles en cours dans le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le programme concerne 2 grandes régions, la région Atakora-Donga et puis la région Monokufo, et implique 25 communes. Bien sûr que le projet ne date pas d'aujourd'hui, mais la coopération technique a estimé qu'il faut impliquer, demander l'implication de la Commission nationale des finances locales, CONAFIL. On est en train d'élaborer une convention. La convention, nous venons d'avoir le projet. Le projet est là et on va l'analyser, l'amender et puis la valider. Nous avons insisté que ce projet doit s'insérer dans les objectifs du programme d'action du gouvernement, le PAG. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous avons 11 pôles de développement agricole. Et sur ce même registre, 2 mois après l'opération choc de nettoyage des plages, quel est l'état des lieux? Ces écosystèmes sont-ils toujours propres? Quelle est la suite à donner à cette opération? Élément de réponse dans ce reportage signé William Choki. Ces images ont été prises sur les côtes béninoises il y a de cela plus de 2 mois. Des images montrant l'ampleur de l'insalubrité sur les plages de Cotonou et de Semepoji. Mais grâce à l'opération choc de nettoyage, ces écosystèmes ont retrouvé leur vrai visage. Au compteur, plus de 8000 tonnes de déchets enlevés. De quoi couvrir la moitié de la ville de Cotonou. Il y a quelques mois,
nos plages étaient les plus sales de la côte ouest africaine. Mais je vous dis, à partir depuis le 23 décembre, ce n'est plus le cas. Nous faisons partie des plages propres de la zone ouest africaine. Mais derrière cette action de veille se cache un autre problème de propreté. La gestion des boues de vidange déversées directement dans l'océan via ce conduit. Il y a une station d'épuration que Cibo a mis en place. Et cette station d'épuration, il faut avouer aujourd'hui, a dépassé ses capacités. Parce qu'il y a une capacité qui est prévue donc en termes de dimensionnement de ces stations. Et aujourd'hui, vu la taille de la population et vu la demande, et comme c'est la seule station, aujourd'hui, beaucoup de boue arrive. Et sur ces stations, malheureusement, le traitement ne peut pas suivre si en temps nous fonctionnons, donc nous dépassons donc les limites fixées en termes de dimensionnement de la station. Donc, par conséquent, le rejet qui se fait après traitement n'est pas forcément aux normes. Et donc, il y a une pollution là. Des plages aujourd'hui, lieux de plaisance, d'attraction ont nécessité de grosses ressources mobilisées par l'État. Une action que certaines populations riveraines veulent amoindrir à travers la supervision. Nous voulons ériger une brigade à la plage afin de pouvoir sécuriser la plage, et s'ériger aussi en maître nageur pour pouvoir sauver la vie de notre compatriote et aller dans la même direction avec le gouvernement en ce qui concerne le développement. L'attraction des plages, c'est aussi la sécurité qui y règne. À ce niveau, des mesures doivent être prises. Mieux, il va falloir sensibiliser les populations qui viennent se ressourcer et qui abandonnent des déchets. C'est un écosystème très fragile, mais qui nous nourrit. Les poissons, tout ce qui est espèces halieutiques, quand ces espèces halieutiques consomment les métaux lourds qui sont déposés, les canettes abandonnées, les piles abandonnées parce qu'on est allé, on a joué, on a laissé les piles, donc tout ceci se retrouve après sur nos tables. Donc il y a encore là un travail de sensibilisation à faire, d'éducation de la population à faire, et nous allons continuer jusqu'à ce que, à l'instar des autres pays, les gens commencent par défendre leurs plages. Les plages constituent des poches d'entrée d'importantes devises pour l'économie. C'est aussi des écosystèmes qui jouent le rôle d'épuration psychique, bref, de l'être en quête de renouvellement. Autre actualité, le mouvement politique pour la paix et le développement a vu le jour à Gouka dans la commune de Banté. Gilles Danso nous en parle. Un mouvement pour mettre les pieds sur l'accélérateur. Le développement d'abord. Une bonne initiative saluée par tous. La cérémonie à laquelle nous prenons part en ce moment est la signature de l'acte de naissance du mouvement politique qui est le regroupement des jeunes de différentes obédiences politiques dénommées Nouvelle Alliance pour la paix et le développement, NAPD. Le président élu est bien conscient des défis qui l'attendent. En me portant à la tête de ce mouvement, vous attendez certainement de moi des résultats. Cette attente me paraît légitime, mais puisqu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on, la conjugaison des efforts de tous avait indispensable. C'est pourquoi je vous invite à ne ménager aucun effort pour m'accompagner dans l'atteinte des objectifs qu'on s'est librement fixés afin qu'ensemble, nous gagnions le pari de la paix et du développement. La nouvelle Alliance pour la paix et le développement est née pour relever les défis de l'émergence de notre pays, le Bénin, et sortir la jeunesse de son état de marginalisation et enfin servir d'éclairage à la base pour une bonne gouvernance des collectivités locales. Une initiative bien encouragée par un fils du terroir. Je prends l'engagement aujourd'hui de faire toutes les courses afférentes à cela avec vos enfants qui sont en train de mettre sur pied aujourd'hui cet important mouvement politique. Et je vous rassure que dans peu de temps, vous allez voir beaucoup de réalisations. C'est un mouvement qui va accompagner les cadres
de Banter a des positionnements assez élogieux. Je voudrais que vous les accompagniez. Le développement avant tout. Ils ont été tous des pensionnaires du lycée Béanzin de Porto Novo 22 ans plus tôt. Ils reviennent témoigner leur reconnaissance à l'établissement qui les a formés. Guillaume Avienne. Une cérémonie des couleurs pas comme les autres au lycée Béanzin de Porto Novo. L'amicale des anciens élèves des séries littéraires de l'établissement vient remettre aux autorités un lot d'ouvrages didactiques. L'idée du présent don a germé dans les cœurs de ces anciens pensionnaires du lycée via les réseaux sociaux. Elle a donné naissance au forum Gazapa, un creuset des anciens élèves de l'ex-lycée Victor Ballot qui propose d'entretenir dans les cœurs de ses apprenants la flamme de l'excellence, identité jadis du lycée. Ces livres ont été acquis exclusivement grâce aux souscriptions financières volontaires consenties par les membres de notre amicale. Cette stratégie obéit à notre foi que l'avenir de notre lycée passe d'abord par notre propre contribution. Penser aux générations suivantes est un acte noble qui devrait aussi inspirer les anciens élèves des séries scientifiques, estiment autorités et parents d'élèves, à un moment où l'école peine à sortir des sentiers battus. Vous reconnaissez que le lycée vous a donné quelque chose et qu'en retour, vous devez faire quelque chose pour ceux qui sont là aujourd'hui apprenants. Nous pensons que c'est vous qui avez compris. Pour ces anciens élèves de la promotion 1990-1995 du lycée Béanzin, le don de ce lundi n'est qu'un premier pas vers la rénovation de la bibliothèque de l'établissement en cours. Fin de ce journal, le programme prévoit à partir de 21h le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Oui Varteo. Eh bien, prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winato. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.